vampire ce soir avec nous. Nous avons Aurélie Thiriamelmans qui est enseignante à l'Université de Picardie et qui travaille sur l'héritage romantique dans les littératures fantastiques anglophones. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Gilberto Villarroel, que vous connaissez peut-être déjà parce qu'il a écrit plein de livres avec du Cthulhu dedans. Mais là, aujourd'hui, il est là surtout pour parler de vampires. Donc un roman de vampires qui se passe à Santiago du Chili. Ouais. Et puis nous avons David Melmans, éditeur des Forges de Vulcain, donc de Zona Zero, et puis aussi du Vampire de Polidori, dont nous allons évidemment parler parce que c'est un titre très important par rapport à la thématique du soir. Alors, on va parler vampire. Déjà, j'ai une petite question comme ça. Juste, vous, votre premier... Est-ce que vous avez un moment qui vous a fait découvrir le vampire? Un livre, un film, un truc, le vampire, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a d'abord amené au vampire? Je commence par la question difficile. Ouais. Oui, la première rencontre avec le vampire, celle qui a marqué. Okay. Bon, merci pour l'invitation. Je suis très honoré parce que quand je suis arrivé à Paris en 2014, j'étais en train d'écrire le premier Cochrane. J'avais l'habitude de me promener au Sarrain de l'Hôtesse, qui apparaît dans le deuxième livre. Et je me souviens d'avoir regardé la vitrine et de dire, ah, ça sera un rêve d'être un jour. Et quelques années après, j'ai été là pour signer des dédicaces pour Noël. Et aujourd'hui, c'est la première table ronde ici. C'est une librairie avec un grand prestige. Je suis très honoré. Merci beaucoup pour l'invitation. Le premier, c'est peut-être le film de Polanski, que c'était une comédie noire, non? Terrifiante et drôle en même temps. Mais ce sont des films que Chili peuvent passer à la télé, dans les soirées, beaucoup de films classiques. Et ça a été une éducation en tant que cinéphile pour moi. Je pense que ça, c'est un des premiers souvenirs. Et il y avait aussi une BD très populaire au Chili qui s'appelait Le Docteur Mortis, qui a été publiée l'année dernière en français pour la première fois, et qui a commencé comme un radiothéâtre. Le créateur a été inspiré par une émission de la BBC de Boris Karloff. Il a dit, ah, je peux faire une chose comme ça. Il a fait un radiothéâtre que j'ai écouté quand j'étais petit. Et c'est une radio comme ça, avec des tubes très anciens que je conserve encore au Chili. C'était la radio de mon père, qui avait un œil magique qui s'appelait Ojo Mágico en espagnol, vert, et avec la lumière éteinte, et l'œil, pour moi c'était une espèce de robot, quelque chose de vivant, qui racontait des histoires. Et je me souviens qu'à chaque fois que je jouais à faire l'imitation du narrateur, qui est bien théâtral, le docteur Mortis parlait, je vais dire en espagnol, il avait el cráneo, los ojos desorbitados, el cráneo destripanado. Et ma sœur avait peur, ma sœur avait pleuré, elle est 2 ans plus jeune que moi, elle pleurait avec l'imitation du docteur Mortis. Après, elle était publiée comme BD au Chili, et après, il avait une série de télé de mauvaise qualité, de mauvais effets, tout ça, très très mauvaise qualité, mais ce sont les premiers souvenirs. Voilà. Après, moi, il y a des souvenirs, quand on est enfant, le vampire est un peu omniprésent. Il y a une forme de faux Dracula un peu partout dans les livres jeunesse où il a sa cape qui ressemble à un truc de chauve-souris, il a les dents, et voilà. Mais je pense que la première fois où j'ai lu un récit de vampire, c'était dans les livres dont vous êtes le héros, qui avait une petite... donc c'est des livres britanniques des années 80 que Folio Junior avait publié, donc Gallimard avait publié en français. Et c'était des séries où il y avait plusieurs volumes comme Les 10 filles fantastiques, La quête du Graal. Et il y a une série qui s'appelait Épouvante, où il y avait un volume Dracula et un volume Frankenstein. Et donc c'est le volume Dracula avec un Dracula qui était un portrait de Dracula qui était assez inspiré de Christopher Lee quand même, comme visage de Dracula, vraiment cette façon le Dracula de la Hammer. Et ça je m'en suis rendu compte mais 15 ans après. Mais voilà, donc c'était la première fois où je découvrais ça. Et en fait, le moment où c'est revenu, c'est devenu un peu plus obsédant, c'est quand j'étais adolescent, sur Arte, il y avait un film allemand les lundis soirs à cette époque-là, et c'est le Nosferatu de Werner Herzog qui m'avait complètement obsédé. Et après, j'ai eu une grosse obsession pour Werner Herzog, et donc je montre souvent le Nosferatu ou Aguirre,
qui est une forme de récit de vampire de sa façon, aux gens que je connais. J'ai perdu beaucoup d'amis dans cette aventure, et dans cette passion funeste, voilà. Mais voilà, non, c'était donc, je pense, un livre dont vous êtes le héros. Et ben moi, c'est 2 souvenirs d'enfance. Une espèce de terreur. Je pense que j'ai dû voir une image d'un film de vampire à la télévision et ça m'a vraiment fait très très peur. Et aussi un jeune livre qui s'appelait un truc du genre Le mélange des sangs ou un truc. Et c'était une espèce de récit d'amour avec un vampire. Et je me suis dit, mais comme c'est bizarre de mélanger les deux. Et en fait, en étudiant la littérature de vampire, hein, c'est pas bizarre, c'est le principe en fait. Voilà. Bon, donc justement, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc le vampire, c'est une figure qui a toujours un peu eu, mais quand même, au 19e siècle, il s'est passé un truc. Qu'est-ce qu'il y a... Donc là, je vais surtout m'adresser au départ à l'universitaire. Qu'est-ce qui a changé avec le vampire, vraiment, entre autres avec le petit bout qui est là-bas au bout Avec Polydori. Ce qui est vraiment intéressant quand on pense aux deux, si on pense aux grands récits de vampires masculins comme ça, les plus connus du 19e, que sont le vampire de Polidori et le Dracula de Bram Stoker, c'est que ils sont un peu aux extrémités du siècle et pour le coup c'est des romans vraiment très différents politiquement, c'est-à-dire que c'est très très c'est post-révolutionnaire et encore dans la veine révolutionnaire pour Polidori avec l'aristocrate qui est vraiment dénoncé comme ce qu'on peut faire de mal, alors que Dracula de Bram Stoker c'est quand même beaucoup plus réactionnaire et ce qui est intéressant c'est de voir comment les gens réagissent aux vampires. Alors Dracula c'est le mal, mais surtout la façon dont on s'occupe de Dracula dit quelque chose du malaise des conservateurs vis-à-vis des changements sociaux et sociétaux du 19e siècle victorien. Alors, tu as beaucoup synthétisé là. J'ai beaucoup synthétisé, c'est une entrée en matière. Et cela dit, moi récemment, en fait, donc je ne suis pas universitaire, donc le principe des éditeurs c'est qu'ils vont mentir en décrivant le réel parce qu'ils ont besoin de vendre des livres. Donc j'avais tendance à survaloriser le rôle du vampire de Polidori. Le vampire de Polidori, c'est un texte de 1819-1821, parce qu'il a eu des petites modifications. À l'époque, il a eu beaucoup de succès sans avoir aucun succès, c'est-à-dire il a inspiré plein de gens. Ça a été un best-seller à une époque parce qu'en fait il a été commercialisé sous le nom, sous un faux nom d'auteur, c'est-à-dire il a été présenté comme un texte de Lord Byron. Alors c'était pas un texte de Lord Byron, mais un texte de son médecin et secrétaire qui s'appelait John Polidori. Et il a inspiré beaucoup d'adaptations. Donc dans ce volume-là, il y a une suite qui est un texte français des années 1820 dont on n'est pas sûr de l'auteur. Et dans les années 20-30, 1820-1830, il y a eu plein de représentations théâtrales du vampire, et ça a été le vampire en fait et Frankenstein, ça a inspiré vraiment des pièces à succès, et on en voit un tout petit peu la trace pour ceux d'entre vous qui ont lu Entretien avec un vampire, puisque Entretien avec un vampire, il y a tout un passage qui se passe à Paris, où on parle du théâtre parisien et du grand guignol parisien. Mais récemment, donc là, c'est vraiment mettre, je mets Polidori au centre du jeu, l'apport de Polidori sur le vampire. Mais en fait, le vampire, c'est une très grande figure du XVIIIe siècle. Et donc l'honnêteté m'oblige à dire que j'ai pas de texte sur le vampire du XVIIIe siècle, mais la bascule sur le vampire, ça s'est vraiment fait au XVIIIe siècle. En fait, le mot même de vampire, c'est un terme du début du XVIIIe siècle. Mais en fait, il se passe... Là, ça peut être très long ce que je vais dire. Non, ça va. En même temps, c'est intéressant de comprendre. Voilà. Et je me rends compte que te disant ça, je t'ai pas mis dans une position où tu aurais pu me dire si ça va être trop long, il faut qu'on arrête. Donc c'est pas très honnête de ma part. Oui, souvent, les gens pensent que les Lumières ont permis le recul de la religion en Europe, mais beaucoup d'historiens disent que c'est plus le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire au XVIIe siècle, il y a le recul de la religion qui va rendre possible plein de choses, dont les Lumières, et donc la rationalité moderne. Mais en fait, le recul de la religion au XVIIe siècle va provoquer aussi autre chose, va provoquer le retour de la superstition. Et on voit en fait que chez Voltaire, par exemple, son ennemi, c'est à la fois certaines formes de religion, mais la superstition qui sont distinguées à l'époque. Voilà. Et parmi
les superstitions qui vont bien marcher au XVIIIe siècle, il y a les récits de vampires, qui sont à l'époque souvent présentés pas comme des récits de fiction, mais comme des histoires réelles. Donc il y a au moins 3 affaires de vampires au début du XVIIIe siècle, où il va y avoir des rumeurs, parfois des enquêtes de médecins, parfois des enquêtes carrément de régiments, qui vont enquêter sur fait que dans un coin en Serbie, un ancien soldat, aurait tué tous ses anciens voisins suite à un désaccord. Et voilà, donc il y a des livres qui sortent sur ça, qui se présentent comme des enquêtes et qui sont des best-sellers à l'époque. Et donc Voltaire va écrire sur eux. Et on a en fait une première forme de vampire qui est un vampire qui est un mort-vivant, c'est sa première caractéristique, mais un mort-vivant qui est un revenant en corps. C'est-à-dire, c'est pas un esprit qui revient, c'est vraiment un corps qui revient, de quelqu'un qui est mort il n'y a pas très longtemps, généralement. Et puis se greffe dessus plein de petites légendes ou mythes, c'est-à-dire il boit le sang, pas toujours, mais voilà. Et c'est là où on a un premier élément de la figure du vampire. Par contre, ce qu'amène Polidori, et que vont garder les autres auteurs, c'est que Polidori, il était en conflit avec Byron, d'une certaine façon, et il va créer un personnage de vampire en s'inspirant de ces légendes qui viennent de l'Europe du centre, l'Europe du sud-est, l'Europe de l'Est. Et il va greffer ce monstre du XVIIIe siècle avec la figure de Byron, qui est en fait une figure du vampire moderne. C'est-à-dire c'est le jour un aristocrate flamboyant, mais en fait il a une version négative qui est un monstre suceur de sang, et une manière de dire que les aristocrates sont des suceurs de sang. Voilà. Okay. Mais donc si Polidori n'avait pas écrit son vampire, est-ce qu'on aurait quand même eu du vampire comme ça après? Est-ce qu'on aurait eu Est-ce qu'on aurait eu Dracula sans Polidori? Tous les deux quand même, on a cette figure de l'aristocrate, hein, de la vieille lignée, mais comme je le disais tout à l'heure, Lord Ruthven c'est l'aristocrate comme parasite, donc il y a une dénonciation politique. Dracula, je disais que c'est réactionnaire parce qu'il y a vraiment quelque chose de c'est l'étranger, et puis surtout c'est la vieille noblesse féodale. Il y a quelque chose de l'ordre du droit de cuissage dans ce que Dracula fait aux femmes dans le roman qui porte son nom. Et ça, c'est réactionnaire parce que, en fait, on est en train de dénoncer ce modèle-là pour, au contraire, vanter une aristocratie qui est beaucoup plus proche de ce qu'on avait, nous, sous le nom de bourgeoisie, en fait, la nouvelle aristocratie qui fait de l'argent. Et en fait... ça n'empêche pas que Dracula soit un roman réactionnaire, mais pour quand même répondre à votre question, parce que je suis en train de m'éloigner, je pense que la grande figure en fait qu'on a toujours, que moi j'ai toujours envie d'opposer à Dracula dans la littérature britannique de l'imaginaire au XIXe siècle, c'est plutôt celle de Frankenstein, qui est en fait une espèce de créature, au contraire complètement rousseauiste d'une certaine façon. C'est vraiment... c'est un être qui naît adulte et qui découvre le monde et qui ne demande qu'à être aimé. Et en fait, il est rendu mauvais et méchant par le comportement des autres. C'est la société qui le rend mauvais. Et ça a été interprété comme une figure de la Révolution française, c'est-à-dire qu'un immense espoir, et puis finalement un bain de sang, puisque ça devient un assassin Frankenstein. Mais c'est quand même un roman vraiment révolutionnaire contre, au contraire, le cirque qui se termine avec ce roman réactionnaire, les femmes, non à la libération sexuelle des femmes, les femmes à la maison, et puis avec des trucs sexuels quand même vraiment problématiques sur les femmes, et puis aussi, je pense, des choses refoulées chez Stoker qui aujourd'hui nous font sourire, parce que en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que quand on lit certaines choses après Freud, on a toujours un petit peu pitié de l'auteur, parce que nous, on voit vraiment des choses qu'il serait censé voir, et puis bon, il n'a pas vu, quoi, mais... Vraiment, il y a des moments où Jonathan Harker, enfin voilà, il est juste très très content que Dracula vienne le sauver. Alors après, bon, il a un peu peur, mais il y a un moment très étrange hein, dans le château de Dracula où il se fait attaquer par 3 femmes vampires, mais bon, il est tout content. En fait, finalement, il est sauvé. Dracula arrive, dit « cet homme est à moi ». Bon, et puis finalement, après, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il se retrouve, il est dans son lit. Il n'a plus trop ses habits, enfin voilà, mais c'est très bien, il était très content
vienne le chercher. Bon, voilà. Il y a des comme ça, des espèces d'implicites très étonnants que Stoker ne maîtrisait pas du tout, à mon avis, parce qu'il n'était pas véritablement très libéral, on va dire, et ouvert. Mais voilà, je suis désolée, je suis aussi très bien là. Et de ce point de vue-là, on a eu Anne Rice qui a fait ce qu'il fallait très longtemps plus tard. Mais avant Dracula, on a eu une figure féminine parce qu'il n'y a pas que des hommes en vampire. Tout à fait. On a Carmilla quand même. Ah bon, ok, c'est moi. C'est toi, Camilla. Qui veut parler de Carmilla? Oui, cela dit, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est donc il y a Camilla de Sheridan Le Fanu. Alors je ne suis pas la spécialiste de ce texte que j'ai pourtant lu, mais ce qui m'a frappé quand même, alors c'est un élément assez secondaire, c'est que les principaux auteurs de textes vampiriques au XIXe siècle, c'est tous des catholiques ou des catholiques convertis à l'anglicanisme, non? Alors dans le cas de Stoker, c'est quoi? Stoker, c'est un anglo-irish. Il est irlandais, mais il n'est pas catholique. D'accord. Mais par contre, le Fanu, il est bien catholique. Et Polidori était catholique. Donc, d'origine De italienne. toute façon, la partie religion, j'ai une grosse question dessus. On peut pas, surtout dans cette partie-là, on peut difficilement pas ne pas parler de religion et de vampires. Là, j'ai une question justement pour notre auteur de Zona Zero, parce que, alors, on va dire que c'est pas vraiment un spoiler de dire qui est le vampire, parce que sinon ça va un peu limiter notre conversation à ce niveau-là. Ça serait dommage de ne pas dire qui va être le vampire qui va poser le premier problème dans cette histoire, parce que, alors pour les gens qui ne connaissent pas du tout, les gens vont peut-être faire un petit résumé de Zona Zero pour que les gens voient un peu qu'est-ce qui se passe. Ok. Alors, c'est l'histoire de... commence avec un tremblement de terre au Chili. C'est l'habitude au Chili. les dernières que j'ai vécues, c'était le 2010, avant d'arriver à Paris. Un grand tremblement. Et ici, c'est... Je n'ai pas dit l'année, mais c'est l'année 2019, probablement avant l'explosion sociale, que c'est l'époque que j'étais en train d'écrire le livre. Il y a un grand tremblement de terre et dans le cimetière général apparaît une tombe derrière une autre tombe et se réveille un personnage qui était caché, que c'est Vlad Tepes. Ça c'est un spoiler alert, mais dans les premiers 3 chapitres, on apprend déjà ça. C'est Vlad Tepes qui était capturé pour l'église catholique et qui était caché tout ce temps. Et 48 heures après, il y a une épidémie de vampires au Chili. Et au Santiago, la ville est complètement isolée. Et on va découvrir que l'armée des États-Unis possède la technologie pour isoler une ville entière, avec des armements de technologie, une espèce de dôme électromagnétique. Non? Et il y a un correspondant de guerre, un journaliste chilien, qui au début du livre, il est en train de parler avec sa femme en même temps que commence le tremblement de terre. Et sa femme est en train de finir la décoration. Elle est une dessinatrice d'un bureau très proche dans les plus hauts bâtiments du Chili, de l'entreprise plus riche du pays. C'est-à-dire elle va rester isolée dans les bâtiments. Et Gabriel, le personnage, il est chilien, il a l'habitude, il connaît déjà, comme moi, que chaque 10 ans, 20 ans, il y a un grand tremblement de terre. Les bâtiments sont construits pour résister au Chili, pour faire des mouvements étranges, mais pour résister. Et il dit à sa femme, tu peux rester dans les bâtiments et je serai là pour te récupérer. Il a dit qu'elle était enceinte, c'était un dialogue difficile, en même temps de tremblement. Et après la communication est coupée, on ne sait pas bien encore qu'est-ce qui se passe, mais quand il va essayer de rentrer dans la ville est isolée, il va rencontrer les militaires des États-Unis qui sont arrivés de Bogota, la base plus proche, et il va rencontrer un ancien ami qu'il a rencontré plusieurs fois comme correspondant, un militaire, et les militaires avaient besoin d'un guide pour entrer dans la ville. Après, on va découvrir qu'on essayait d'aller plusieurs fois, les Américains sont tous décédés. Il avait besoin d'un guide, d'un journaliste avec l'expérience de combat, pas comme les militaires chiliens qui ne sont pas allés à la guerre après le 19e. Après, on va bien raconter toute l'histoire parce que... Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est celui qui va rentrer dans la ville est isolée, il y a une épidémie, il y a Vlad Tepes qui s'est réveillé, et voilà. C'est une histoire d'action, mais c'est aussi une allégorie
de Chili. J'ai fini le livre avant l'explosion sociale, en septembre. L'explosion a commencé en octobre. Le livre a été publié au milieu de 2020, en plein confinement. Et la synchronie était si grande que les Chiliens ont commencé à appeler zona zéro les centres-villes. J'avais choisi le titre déjà en 2013. Après les attentats aux États-Unis, parce qu'on avait commencé à appeler New York, non? Ground Zero, la zone de désastre. Non? Et j'avais choisi le titre, mais pendant l'explosion sociale, les Chiliens ont commencé à appeler zona zéro les centres-villes. Et il y avait un moment que la réalité a attrapé le livre. Et je me souviens d'avoir appelé l'éditeur de Random House pour arrêter la publication de 3e et 4e Cochrane pour voir si c'était possible de publier le livre. Et Random House a pris le risque de sortir le livre en plein confinement et avec un bon accueil des lecteurs de la critique. Voilà. Alors, pourquoi le Vlad Tepes, c'était une évidence? Oui. Et j'ai choisi Vlad Tepes pas pour le côté romantique de Dracula, la vision, pas seulement du livre, non? Que tout le monde a la vision du film de Coppola, bien sûr, des personnages romantiques, amoureux, qui traversent l'océan de temps pour chercher la femme, tout ça. Et j'ai décidé de rester avec les Vlad Tepes Moyen-Âge, conquérant, militaire, qui a été une espèce de crusade, non, pour la religion catholique. Et j'avais lu un roman graphique de Herman Hoop, l'artiste belge, le même qui a fait Jeremiah et Bernard Prince. J'ai lu tout ça quand j'étais petit au Chili, parce que la BD franco-belge a été publiée au Chili, aussi pour une revue qui s'appelle Vampato. Et j'avais lu la version de Herman, c'est pour moi, Herman, et j'ai bien aimé tout le côté Moyen-Âge, parce que ça ressemble plus à l'image d'un dictateur militaire, comme Pinochet, 17 ans de dictature au Chili. Et j'ai décidé d'utiliser ça comme une allégorie. C'est-à-dire, pour le lecteur, c'est possible de lire le livre comme un livre d'aventure, l'épidémie des vampires, les vampires, les gens qui sont transformés, qui sont contrôlés de façon télépathique pour Tepes. Il n'a jamais dit un seul mot. Mais il est très puissant, sa présence dans le livre, c'est terrifiant, c'est un peu comme Tulu dans la saga de Cochrane, non? À chaque fois qu'il apparaît, c'est oh! Parce que le lecteur arrive à comprendre qu'il est en train de manipuler toutes les choses, non? Il est en train de se réveiller aussi, il est complètement détruit au début, mais il commence à se reconstruire, c'est bien terrifiant. Et c'est ça, c'est l'allégorie d'un dictateur qui se réveille dans un pays qui vient de sortir d'une dictature avec une démocratie très faible. Et je montre un peu tous les empreintes qu'a laissé le libéralisme sans régulation. Et tous les personnages qui sont encore vivants dans la ville sont un peu les vrais monstres. Et c'est un miroir comme The Walking Dead, par exemple, qui dans ce moment j'ai bien aimé, spécialement la première saison de la télé, la BD aussi. Et de dire qui sont les monstres finalement. Et j'utilise l'histoire pour faire ça, non? Pendant que le personnage est en train de chercher sa femme pour se rencontrer, il traverse la ville, et c'est un voyage géographique, mais c'est un voyage aussi social, politique, économique. Il rencontre différents personnages militaires, entrepreneurs, des prêtres, qui commencent à montrer la face cachée de la démocratie chilienne. Et c'est incroyable parce que le livre avait une grande synchronie au moment de la sortie au Chili de 2020. Mais aujourd'hui, pour les lecteurs français, on avait parlé de ça avec David, c'est un avenir possible pour la France aussi. Et voilà. Spoiler alert. Voilà. Alors, Je suis pas très doué pour les métaphores subtiles. Hein. non, là, des fois, on n'a pas besoin de métaphores. C'est bien les métaphores pas subtiles aussi. Oui. Pour être sûr que tout le monde comprend bien. Donc, on va revenir sur la religion, parce que c'est quelque chose qui s'est fait beaucoup sur les vampires, justement, Dracula, Carmilla, tout ça, qu'on a dans Zona Zero, qu'on n'a pas obligatoirement dans tous les vampires modernes. Des fois, il y a, des fois, il n'y a pas. Pourquoi les prêtres, pourquoi l'eau bénite? Est-ce qu'on a des explications à tout ça? Est-ce qu'on sait? Alors moi j'ai une première explication, et là vraiment c'est le béotien qui vient d'apprendre un truc et donc il recycle très vite. Donc je vous recommande un livre qui est sorti, enfin une réédition d'un texte de, oh là ça doit être 1752, de Dom Camet,
qui est un traité sur l'apparition des vampires, enfin des spectres, des vampires, etc. Et il y a une préface très éclairante, et j'ai un doute sur le nom du préfacier, je pense qu'il y a des fans ici, donc non. Et bah voilà, je vous retrouverai ça, mais il raconte quelque chose de très intéressant, parce qu'il fait une analyse à la fois littéraire, sociale, politique de l'apparition du vampire, et il se rend compte à l'époque le mythe du vampire, ça naît dans la partie orthodoxe de l'Europe, dans un endroit où on prend une habitude que n'ont pas les autres chrétiens à ce moment-là, d'enterrer les gens dans les 24 heures. Et donc, ils ont beaucoup de cas de figure quand vous enterrez des gens tout de suite. En fait, vous allez enterrer quelqu'un qui n'est pas vraiment mort et qui se met à gratter à l'intérieur du tombeau. Et donc, il y a une sorte d'épidémie médiatique autour de cas de gens qui ont été enterrés un peu trop tôt. Donc, c'est un premier lien quand même avec la religion et le fait que les différentes, l'orthodoxie, le catholicisme ou l'athéisme vont s'approprier de manière assez différente le vampire. Après, le truc très classique, c'est de se dire que dans le christianisme, il y a cette notion de résurrection des corps, qui est quelque chose qui présente qui est une étrangeté quand même, parce que dans beaucoup de religions, il n'y a pas véritablement ça. Et voilà. Aurélie, je te sens... Oui, non, il y a aussi, alors j'espère que je vais choquer personne en disant ça, mais il y a des thématiques communes au Christ et au vampire, parce qu'il y a quand même la résurrection du corps, et puis il y a cette histoire de vin qui devient du sang, et on le boit, et on est très content quand même. Alors, oui, comment il s'appelle partir des choses simples. Non, mais voilà, je pars de très simple, mais comment ça s'appelle Je ne sais pas si vous avez vu la série Midnight Mass. J'en dis pas davantage, pour ne pas gâcher. Donc, Midnight Mass de Mike Flanagan, qui est très très grand scénariste et réalisateur, monteur, enfin tout quoi, producteur aussi. Philippe Charlie. Pardon ? Philippe Charlie. Oui, Philippe Charlie, c'est ça. Le préfacier du livre dont je parlais. Voilà. Mais oui, il y a ces liens permanents, il y a... oui, non, voilà. Voilà. Donc non, les personnes qui vont, une grande partie des auteurs au XVIIIe siècle qui vont écrire sur le vampire, c'est des prêtres, parce que c'est un phénomène qui a une dimension de surnaturelle, et en fait, quand il y a un truc surnaturel, qui appelle-t-on ? On appelle les prêtres à l'époque, et donc ils enquêtent pour déterminer dans quelle mesure c'est ou ça n'est pas, parce que fondamentalement, en plus, ces monstres, c'est contraire en fait finalement à ce qui est censé être l'esprit du christianisme en fait. Donc c'est à la fois nimbé, c'est parfois une sorte de réappropriation très folklorique du christianisme en fait. Mais c'est vrai que d'un point de vue, voilà, par exemple d'un point de vue théologique, les vampires ça n'existe pas. Il n'y a aucun texte religieux sur les vampires. Ça n'existe pas. Voilà. Les démons ça existe. Mais le vampire n'existe pas en soi. Sinon, il y a plein de métaphores comme ça. Par contre, dans Sonacero, il y a une part très importante de la religion. Oui. J'étais très intéressé de montrer le double visage de l'Église catholique parce que Chili, c'était très important à l'époque de la dictature. Il avait une branche, pas de l'Église catholique, mais une branche importante, spécialement à Santiago, l'archevêque de Santiago, que c'est le chef de l'Église, qui a fait la défense des droits de l'homme pendant la dictature. Mais en même temps, il avait des cas de pédophiles cachés à l'époque, pendant la dictature, des secrets, qui ont commencé à être connus pendant la démocratie. Et pendant la démocratie, l'Église catholique a viré aussi une position conservatrice contre les divorces, contre plusieurs choses. C'était vraiment une barrière pour les changements pendant les premières dizaines de la démocratie au Chili. Et ils ont commencé aussi à défendre les prêtres qui étaient accusés. Et je me souviens d'un artiste chilien qui une fois m'a dit l'Église catholique c'est l'organisation criminelle plus grande de la planète. Et j'ai trouvé tellement exagéré ça. Mais après. C'est Francis Coppola qui te l'a dit. Oui. Mais c'est un artiste. Dans le parent, c'est ce qu'il dit. Oui, mais c'est un ami une fois qui m'a dit ça aussi. Et j'utilise la phrase aussi dans le livre.
parce que toute la défense de tous les prêtres pédophiles, c'était la même en différents pays. Et tous les chefs, les archevêques de Chicago, par exemple, il est décédé récemment au Vatican, dans un palace, tranquillement. Voilà. Et j'ai décidé de montrer tout ce... Parce qu'au Chili, il avait un cas, une histoire d'un prêtre qui a été très important dans la dictature pour la défense des droits de l'homme, mais qui était en même temps un pédophile. Et ça a été découvert en démocratie. Et il a été protégé par l'Église jusqu'à un dernier moment. Que c'est le personnage qui apparaît aussi dans le livre. Ça a été inspiré par lui. Presque chaque personnage a un jumeau dans la vraie vie. C'est incroyable. Hein? Le livre, c'est 90% documentaire finalement. Je suis journaliste à l'origine. Et c'est pour ça que dans le livre, c'est l'Église catholique qui possède la façon de contrôler la Tepes. On ne sait pas comment, non, mais on sait qu'il a été endormi pendant plusieurs siècles. Et ça, c'est dans le livre, la source de pouvoir de l'Église catholique, non? Et comme un État aussi, on fait de tous les autres États. Mais ça, c'est un sujet intéressant pour moi, à niveau de la politique et de l'histoire du Chili, mais aussi de tout le monde. Hein, tout le monde. Si je peux rebondir là-dessus, je trouve que un des points communs des romans que tu écris, c'est cette espèce de thème, je ne sais pas comment dire, je devrais, mais il est très tard. La tentacule en fait. Et en fait, non, mais il y a quelque chose de complètement tentaculaire. On sent que l'Église, le pouvoir de l'Église pénètre très très loin. Ah, et que pareil pour l'espèce d'oligarchie qu'on trouve dans le penthouse de la tour, c'est-à-dire que c'est des gens, on peut rien leur dire parce que sinon on arrête d'exister au Chili. Il y a quelque chose comme ça d'un pouvoir tentaculaire. Oui, et c'est pas une aristocratie parce qu'il avait tout un changement de tous les centres de pouvoir pendant la dictature qui a privatisé les entreprises, qui a vendu l'État finalement. Et toutes les entreprises, ils ont changé l'architecture du pouvoir au Chili. Il y a toute une... C'est bien dit plutocratie en français, non? Oui, sur la base de la spéculation, de tous les pouvoirs gagnés dans la bourse, et pour avoir acheté aussi, par exemple, le litio, l'entreprise qui possède aujourd'hui le nitrate et le litio, Chili a gagné tous les territoires du Nord dans le 19e pendant une guerre contre Pérou et Bolivie, pour le nitrate. Le nitrate, aujourd'hui, c'est le litio, c'est la grande richesse. Mais pendant la dictature, Sokimich, l'entreprise de l'État, a été privatisée et son chef était à l'époque le beau-fils de Pinochet. Le beau-fils de Pinochet. Il est devenu le propriétaire jusqu'aujourd'hui. Et il est l'homme plus riche du Chili. Il contrôle tous les partis politiques. Et aujourd'hui, les grands-fils de Pinochet sont les propriétaires du nitrate et du litio au Chili, par exemple. Et j'avais envie de montrer tout ça dans les livres aussi. C'est possible de lire les livres comme livres d'aventure, d'action, avec des cliffhangers, mais c'est aussi une grande allégorie politique. Et inspiré un peu, et c'est sympa parce que le premier livre que David m'a donné comme cadeau quand j'ai signé pour les Poches en 2019, ça a été Les Vampires de Polidori. À l'époque, j'étais en train d'écrire son Acero, comme un pamphlet. J'avais envie d'être pas subtil. J'avais tourné au Chili un documentaire sur la biographie d'Isidora Aguirre, une autrice de théâtre très politique au Chili, qui était ignorée pendant la démocratie. Elle n'a gagné jamais un prix, rien. Elle avait écrit sur les disparus, elle avait écrit une comédie musicale très populaire au Chili que tout le monde chante à l'école, La Pérgola de las Flores, s'appelle en espagnol. Et je me souviens d'une interview avec Guillermo Calderón, qui aujourd'hui c'est scénariste de Pablo Larraín, et directeur de théâtre, qu'il m'a dit qu'Isidora elle jamais avait peur d'écrire des pamphlets quand était nécessaire. Elle avait fait des théâtres de Chantiville au Chili à l'époque de la campagne d'Allende, dans les années 70. Des théâtres que c'était vraiment un pamphlet politique. Mais il y a des moments quand c'est vraiment nécessaire d'être pas subtil. Et je pense que ça, c'est le moment aujourd'hui pour le Chili et pour la France. C'est ça. Voilà. Alors, les vampires, il y a plein de façons de les tuer, ça a été un peu variable. Il y a quand même, bon, on va oublier ceux qui brillent, hein. Mais il y a quand même le soleil, normalement, même si sur Polidori, on n'en parle pas spécialement, d'après mes souvenirs.
c'est pas présent, et d'ailleurs dans les vampires du XVIIIe siècle, c'est des créatures de la nuit, mais il n'est pas dit que le soleil les tuerait. On sait juste qu'elles sortent la nuit parce que elles sont liées à un monde souterrain, elles sont liées... voilà, et puis il y a tout un truc qui est déjà très métaphorique à l'époque, c'est-à-dire que la journée c'est la vérité, la nuit c'est le mensonge, et le mensonge c'est le diable, et les vampires sont liés au diable et au démon. Donc c'est une création qui apparaît au cours du 19e siècle, en fait, de vraiment le théoriser comme le... Voilà, après, ce qui est intéressant, en fait, avec les vampires, c'est que il y a quelques années, j'ai lu une thèse en bibliothèque de quelqu'un qui publiait enfin sa thèse qu'il avait écrite dans les années 70. Donc il l'a publiée au début des années 2000, et voilà. Il disait, quand j'écris ma thèse, dans les années 70, j'entends parler d'un roman qui s'appelle Entretien avec un vampire. Et je dis à mon directeur de thèse, il faut que j'en parle. Et mon directeur de thèse me dit, mais pourquoi vous avez parlé de ces romans de troisième zone? Concentrez-vous sur vraiment les vrais récits de vampires, et voilà. Et il dit, quand je peux enfin publier ma thèse 30 ans après, je mets Anne Rice et Entretien avec un vampire dans ma thèse. Et je suis tout content, ma thèse sort enfin. Et là, il y a Twilight qui sort. Et voilà. Et à la fois, il dit, de toute façon, on ne sera jamais au clair avec l'histoire du vampire, parce que c'est vraiment la métaphore, c'est-à-dire que tous les 20-25 ans, le mythe est réactivé par des choses. Mais ce qui est assez frappant au cours du XXe siècle, c'est qu'on rentre, le mythe devient de plus en plus précis sur plein de choses, jusqu'au point d'avoir des sortes de règles très très précises, c'est-à-dire sur le soleil, sur des choses comme ça. Et moi, quand j'étais adolescent, un de mes jeux, c'était le jeu de rôle vampire. Et le jeu de rôle vampire, c'était un jeu de rôle très précis sur ce qu'est un vampire, les familles des vampires, le volume de sang, et ça répond même à des questions, parce qu'on voit que le mythe, initialement, il est très métaphorique. Parce qu'il est très métaphorique, c'est-à-dire que si un vampire mord quelqu'un, la personne se transforme en vampire. Mais le vampire, il a besoin de mordre régulièrement. Et il faut qu'il change les personnes. Et là, on se dit, mais pourquoi on n'est pas tous des vampires à ce rythme-là, quoi? Et donc là, d'autres se disent, ah oui, mais alors il faut inventer un mythe plus précis, où en fait, il faut qu'ils vident la personne de son sang, mais qu'après, ils leur donnent leur propre sang. Voilà, et on dit, mais alors pourquoi leur propre sang? Qu'est-ce qu'il y a comme propre sang? Et là, il y a la création des filiations de vampires, et donc dans le jeu de rôle vampire, alors je sais pas, non, alors c'est pas eux qui l'inventent, mais dans le jeu de rôle vampire, ils le font de manière très précise, ils disent, voilà, en fait, les vampires remontent tous à Caïn, et que il est dit dans la Bible que Caïn, il vivra dans les villes et dans la nuit, parce qu'il est puni pour ce qu'il a fait, et donc les vampires sont les enfants de Caïn. Alors, c'est effectivement pas du tout dans le jeu de rôle que c'est inventé, mais par contre cette idée de Caïn c'est le premier vampire, puis il y a une deuxième génération, puis il y a une troisième génération, le sang se dilue et tout ça, c'est des choses qui sont déjà présentes de manière sous-jacente dans plein de mythes du vampire, mais pour le besoin d'un jeu, où dans chaque jeu il y a besoin de règles, ça devient très théorique, et il y a des romans qui sont excessivement précis sur ce que peut pas faire un vampire, et je sais que c'était un peu étonnant quand même quand Twilight est sorti, et il y a des gens qui ont dit ah mais un vampire ça fonctionne pas comme ça. En fait les vampires n'existent pas, donc voilà, rassurez-moi là. Je crois que la richesse d'un mythe, c'est la possibilité d'une réinvention éternelle finalement. Je me souviens de l'exposition de la cinémathèque qui montrait par exemple en chaque période, les années 70, la révolution sexuelle aux États-Unis, les vampires étaient une figure plus érotique. Et aujourd'hui, c'est peut-être tout l'univers des vampires, des zombies, c'est plus politique, social, mais chaque époque on fait un miroir aussi sur les mythes finalement. Oui, même par exemple, alors je ne l'ai pas vu en entier, je n'ai pas lu le roman, mais je vais quand même en parler. Le Fléau de Guillermo del Toro. Alors c'est pas Le Fléau, comment ça s'appelle? The Strain. Mais c'est quoi le titre français? Stephen King, c'est... Non, pas Stephen King, de Guillermo del Toro. The Strain, c'est Stephen King. Non, mais Guillermo del Toro, son roman de vampire, c'est quoi déjà? La lignée. Oui, c'est ça, voilà. Et un truc que j'ai trouvé... Donc moi, j'ai vu que la série télé, je l'ai pas vu en entier, mais le virus, déjà, il est représenté par une sorte de parasite, donc il y a vraiment quelque chose... C'est pas le sang, c'est un parasite, mais c'est vraiment très précis, c'est vraiment... une contamination par un parasite, mais il y a quelque chose de... Le parasite prend petit à petit la population de Manhattan, mais très lentement, et petit à petit,
les gens marchent dans la rue et croisent quelqu'un qui est pris qui est déjà un vampire, mais qui prennent juste pour quelqu'un qui a des troubles psychiques, et donc ils passent à côté comme ça. Et il y a tout un truc, une sorte de métaphore sur l'inhumanité des sociétés modernes et des villes modernes, en fait. C'est-à-dire, quelqu'un peut mourir au coin de la rue, et en fait, c'est pas grave, c'est la règle du jeu, quoi. Et donc ça, c'est une métaphore qui, à l'époque de Polidori ou à l'époque de Stoker, qu'on n'aurait pas faite, qui serait incongrue pour eux. Alors que, voilà, ça veut dire qu'effectivement, chaque auteur peut rajouter quelque chose, quoi. Et justement, Gilberto, comment vous avez choisi vos vampires, quelles étaient les règles? Oui, j'ai essayé un côté réaliste, c'est-à-dire les personnages sont journalistes, hein, et toutes les choses sont comme si sont vraiment passées, c'est-à-dire comme une espèce de virus. On ne sait jamais les détails. J'aime bien aussi dans les histoires de terror, même dans l'univers de Lovecraft, que j'ai essayé de récupérer un peu pour mélanger avec les romans historiques. Et comme Lovecraft jamais a complété aussi toutes les explications, je pense que c'est intéressant de conserver un peu de mystère. Toujours, et que chacun a la possibilité aussi de compléter. Et on ne sait jamais comment est-ce que l'Église catholique est arrivée à contrôler Vlad Tepes. On sait que c'est contagieux. On sait que les plus forts sont devenus vampires, les autres sont des victimes. C'est une allégorie du capitalisme aussi, la loi de la jungle finalement. Eat dog, non, dog eat dog, non, perro comme perro. Oui. Homo minilupus, la même chose. Mais c'est dans un contexte réaliste, on dirait, non? Comme si c'était vraiment possible. Il n'y a pas de bois, c'est couper la tête, métraillère. Le soleil fait des brûlures dans la peau des gens, mais sont des choses. Ils peuvent être à l'ombre. Ils sont obligés de rester à l'ombre. Mais ils peuvent sortir de jour s'ils sortir, mais c'est dur, non? C'est dur. Voilà. C'est dur de résister, non? Dans Blade, ils peuvent mettre de la crème solaire. Oui, j'ai trouvé ça super. Une bonne couche, il faut avoir un bon indice de protection quand même. Oui. Que ce soit bien clair pour tout le monde, au moins 50. Moi j'aime bien Blade. Oui, parce qu'à niveau de cinéma, c'est sympa, c'est original. Un peu ridicule, mais c'est visuellement c'est intéressant. Face aux vampires, il y a une autre figure qui est le tueur de vampires. Parce que quand même, Dracula, moi je sais pas, j'ai lu Dracula, j'ai retenu Van Helsing. Presque plus que Dracula. Alors peut-être parce que j'avais vu Buffy avant avec Buffy, mais non, voilà. Mais c'est quand même quelque chose alors des fois il y a vraiment quelqu'un qui sait le faire, ou des fois on a des gens qui savent se défendre, parce qu'on n'a pas que de la victime obligatoirement. Bon, des fois si, dans Polidori c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'on a besoin du tueur de vampires? Je commence juste un tout petit peu, parce qu'en fait il y avait une question que je voulais te poser, et du coup je vais pouvoir la poser. Oui. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que, et ça c'est étonnant je trouve, dans le roman de Stoker, Van Helsing il est ridicule. C'est-à-dire qu'à la fois c'est un professeur, il sait, et c'est grâce à son savoir qu'on va pouvoir tuer Dracula, et en même temps il est ridicule. C'est un néerlandais qui arrive et qui fait tout le temps des fautes d'anglais, et ses discours sont vraiment reportés comme ça, et on sent que tout le monde sourit et rigole, et voilà, il parle mal, ok, super. Et il incarne aussi l'ambiguïté de Dracula, ce mélange science, parce que c'est science dans tous les sens de science, et superstition, religion. Donc il arrive avec des hosties consacrées parce que Rome lui a donné une permission spéciale. Enfin, c'est vraiment étonnant. Et alors, je ne me souviens plus si dans le roman il a un prénom, mais par contre dans le film Van Helsing avec l'acteur australien dont le nom me revient pas, Hugh Jackman, il s'appelle Gabriel, comme dans Sonar Zero. Du coup, c'est ma question. Est-ce que c'est l'archange Gabriel qui nous sauve du mal? Oui, c'est des bonnes questions là. C'est difficile d'expliquer parce que c'est un prénom à lequel je suis très attaché et que j'aurais bien aimé choisir pour mon fils, mais comme mon nom c'est Villarroel, c'est étrange, Gabriel Villarroel. Mon fils s'appelle Gaëtan finalement parce que du côté de sa mère il est censé être breton. Mais j'avais choisi déjà les prénoms pour les personnages dans l'adaptation des modèles de Pigman de Lovecraft que j'avais produit au Chili pour le cinéma.
et mon personnage s'appelait Gabriel Martinez. Gabriel Martinez, il est le personnage déjà du film Chilean Gothic, que c'est l'adaptation de Le Modèle de Pigman. C'est libéré sur YouTube si ça vous intéresse. Vous pouvez chercher Le Modèle de Pigman, version sous-titrée en français, 43 minutes, tournée en 16 mm. Et c'est la première adaptation de Lovecraft au Chili. Et Gabriel Martinez. Après, j'ai publié la BD en 2009. C'est un mélange entre le scénario du film et la nouvelle de Lovecraft, Gabriel Martinez. Et ici, j'avais envie de récupérer les personnages, mais sans la connotation. Sont des choses à niveau inconscient, peut-être, qui arrivent, hein, sont difficiles à expliquer. Il sauve aussi une femme enceinte, enfin, il y a un petit d'annonciation un peu aussi. Non, je ne sais pas. Mais dans nos livres, on ne sait jamais comment est-ce que l'Église catholique a capturé à Tepes, comment a réussi à endormir Tepes, mais on sait que c'est la base de son pouvoir et qu'il a été caché. Personne ne l'avait rencontré jamais, et les Américains, quand commencent à découvrir qu'il est à Santiago du Chili, ils sont intéressés de faire una muestra de sang, non? Una prise de sang pour faire des études. Mais c'est un mystère encore. Et je pense que la richesse d'un mythe, c'est de ne pas expliquer complètement toute l'histoire jamais. C'est comme ça. Et nous sommes au milieu aussi d'une chasse entre l'armée des États-Unis, de différents pays et l'Église catholique. Mais pour Gabriel, le but, c'est de rencontrer sa femme. Que ce n'est pas la damiselle en distress, ça dit. Ici, c'est une femme indépendante aussi qui a la possibilité d'apporter des choses aussi. C'est un personnage, je suis très fier de personnage féminin, c'est une femme française qui habite à Santiago avec Gabriel. Mais j'ai décidé de ne pas expliquer toutes les choses, mais il y a un côté scientifique caché pour l'Église catholique. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? On parlait d'épidémie dans un ACO à propos du vampire, donc il arrive une épidémie de vampirisme dans Santiago du Chili. Et du coup, le vampire, mort ou malade? Est-ce que c'est une figure de mort-vivant ou est-ce que c'est plutôt une personne qui est victime d'un parasite, d'une maladie qui la transmet petit à petit à la population? Et ce serait une question pour vous trois, du coup, parce qu'il y a tellement d'acceptation du vampire, mais pour vous, l'acceptation moderne ou plus classique, est-ce qu'on a une idée d'un vampire complètement mort, une figure comment dire, d'outre-tombe? Ici, dans mon livre, les militaires appellent Tepes le patient zéro. C'est-à-dire qu'il y a un côté médical, comme un virus. C'est pas une victime. Et j'ai aussi démontré les personnages comme un conquérant, un militaire, un guerrier. C'est-à-dire, on ne sait jamais s'il s'est transformé d'une façon volontaire, s'il a évolué. Mais ce n'est pas une victime. Ça, ça a été très important pour moi. C'est quelqu'un qui va imposer sa volonté sur les autres. Je pense juste à quelque chose, parce qu'effectivement, depuis tout à l'heure, je me dis, c'est vrai, les vampires, c'est souvent des aristocrates, donc ça serait intéressant d'avoir des récits de vampires où c'est pas des aristocrates, ou voilà. Et en fait, je suis sûr que ça existe, il y a plein de récits de vampires où les vampires, c'est juste des clampins et qui essaient de survivre et qui sont dans les petits Les hommes perdus de Poppy Z. Bright, ils sont pas hyper... Voilà. Mais parce que ce que je me dis, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on modifie un mythe, ce qui est toujours fascinant, c'est qu'en fait, un mythe, c'est uniquement de la fiction, donc c'est quelque chose qui est qu'on pourrait étendre au maximum, et pourtant il y a un moment où ça casse en fait parce qu'on s'éloigne trop du vampire. C'est vrai que dans quelle mesure, en fait, c'est-à-dire vraiment le récit de Guillermo del Toro, c'est très intéressant. Je suis pas si fan que ça du roman en soi. En fait, j'avais quand même commencé à le lire, je suis pas allé jusqu'au bout. Mais voilà. Mais d'un point de vue mythe, c'est intéressant parce que finalement, si c'est un parasite qui contamine les gens, dans quelle mesure on n'est pas dans autre chose? Est-ce que c'est pas, on n'est pas loin du mythe du zombie? Par exemple, dans certains mythes de vampires, si le vampire il mord sans avoir vidé de sang quelqu'un, ou il lui donne un peu de son sang sans avoir vidé de son sang, il le transforme en ghoul, c'est-à-dire en quelqu'un qui peut le servir mais qui n'est pas un vampire, qui peut se balader la journée, ou qui souffre un peu la journée mais qui est quand même assez opérationnel. Est-ce que les ghouls, c'est pas aussi une forme de zombie? Donc est-ce qu'on n'est pas en train de s'éloigner d'un mythe? Ce qui en soi
est pas un problème, et c'est toujours intéressant de voir comment on étend un mythe sans jamais complètement sortir du mythe. Mais après tout, il y a... Par exemple, je trouve que, je disais ça en plaisantant, mais c'est en le formulant que ça m'a frappé, le coup de la crème solaire dans... Non, mais c'est intéressant parce que c'est aussi quand il y a le mythe, et puis dans les différents médias, chaque média a ses ressources expressives et donc va créer des nouvelles contraintes. C'est-à-dire que quand on est dans le roman ou même la bande dessinée, on peut être un peu vague sur certains trucs. Dès qu'on passe au cinéma, on est forcé de rentrer dans quelque chose d'un peu plus réaliste. Et pour moi, la crème solaire, c'est un truc que c'est de montrer que en allant vers le cinéma, on va vers quelque chose où il faut qu'à un moment, on soit peut-être un peu plus réaliste sur quelque chose et qu'on trouve une solution technique. Et donc, cela dit, c'est une extension du mythe qui change rien fondamentalement au mythe, parce qu'ils ont toujours un problème avec le soleil, et donc ils sont habillés à un moment tout en cuir comme ça, donc il n'y a pas un millimètre de peau qui apparaît, ils ont toujours un gros casque comme ça, ou sinon ils mettent de la crème de manière très intense, donc c'est intéressant de voir comment on étend le mythe et jusqu'au moment où on le casse. Et en plus, un mythe, c'est pas une liste d'obligations, c'est plus une constellation de choses. C'est-à-dire, on peut prendre certains éléments. Par exemple, il y a des éléments qui ont un peu disparu aujourd'hui, c'est-à-dire l'oignon, le crucifix. C'est des choses qui disparaissent beaucoup. Oui, l'ail, pardon. Non, ça, c'est mon goût personnel. L'ail. Oui, ça a disparu. J'étais à 5 minutes de faire un clin d'œil dans le livre à la crème solaire, Oui. mais je l'ai trouvé ridicule pour le livre. Mais au cinéma, je pense qu'il va bien, tu sais. Mais pour le livre, j'ai décidé finalement, non, ça sera étrange. Et spécialement si Black Tepes vient de se réveiller, ce monde qu'il ne connaît pas bien. Il utilise una ballesta dans ce moment qu'il trouve dans un magasin sportif, parce qu'il ne connaît pas les armes de feu, il est un peu perdu, mais il était très intelligent en même temps, il est un guerrier, il se met à jour. Mais j'ai décidé dans le livre, j'utilise jamais le mot vampire, dans tous les livres. Il y a des lecteurs qui parfois me parlent de zombies. Ça ne me dérange pas. Hein. On est intermédiaire, c'est comme une légende, on est sans ce truc. Parce que j'ai Dans The Walking Dead, il n'y a pas le terme zombie. C'est une chose que j'ai bien aimé, parce que comme ça c'est une chose qui fait partie déjà de la culture pop, si tu l'utilises dans une histoire réaliste, tu es vraiment déconnecté immédiatement. Et en The Walking Dead, on ne parle jamais de zombies, on parle de Walking Dead, que c'est aussi une belle allégorie. Parce que pour dans les The vivants. Walking Dead, ils vivent dans un monde où il n'y a jamais eu de film de zombies. Et les vivants sont Comme aussi dans les les Walking Dead, voilà, sont des gens qui vont mourir. Et j'ai fait la même chose ici, je parlais de bloodsuckers, ou des suceurs de sang, mais les Américains parlent de bloodsuckers, les militaires dans le livre, et ça me donne la possibilité aussi de faire l'allégorie politique tout le temps, avec les entrepreneurs, les militaires et tout ça. Mais j'ai fait seulement pour le 4e de couverture, on parle de vampires, non? Oui, je pense. Et pour vendre le livre, mais dans le livre, je n'utilise jamais les mots, et ça, je le fais exprès. Et donc, pour alors répondre sur Dracula, en fait, Dracula, le roman est écrit vraiment donc à la fin de l'ère victorienne, donc une période assez sombre, assez pessimiste de cette époque-là. Et il y a tout ce fantasme de la dégénérescence. On est fasciné par est-ce que la race anglo-saxonne, parce que c'est vraiment c'est horrible, hein, mais c'est vraiment l'époque au 19e siècle où on théorise les races, on considère que la race anglo-saxonne est au-dessus des autres. Et alors après, et en gros, on assume complètement le lien avec l'Allemagne. Ça devient compliqué en 14 quand il faut expliquer qu'en fait les Allemands ils sont très méchants, ils sont pas du tout comme nous. Bon bref, mais en tout cas c'est vraiment théorisé à l'époque. Et il y avait cette idée que voilà, on est une espèce de race supérieure. Sauf qu'en fait, quand on a commencé à découvrir que dans les quartiers pauvres de Londres, les gens ils étaient très très chétifs parce qu'ils étaient sous-alimentés. Quand on a commencé à avoir du mal à gagner la guerre en Afrique du Sud, là il y a eu une espèce de gros doute sur sommes-nous vraiment une race supérieure? Donc toute une réflexion sur la dégénérescence. Et Dracula incarne ça et incarne aussi un fantasme complètement effrayé de la part de Stoker et de tous les conservateurs de l'époque de colonisation inversée. Donc il y a une dimension xénophobe très importante dans le roman. Et vraiment, il arrive, et il y a ce bateau-là, le Déméter, où il arrive, et il y a ces cercueils pleins de terre, et ça va envahir l'Angleterre, et ça va être horrible.
Et c'est cool de se dire que c'est le grand remplacement, quoi. À la fin du 19e siècle, c'est des fantasmes qui étaient déjà là. Et... Bonne question. Oui. Alors, j'ai une question qui est un peu plus large que le sujet. C'est, on parle souvent du vampire, on voit le gars, beau gosse, cheveux longs, etc. Mais quand on parle de la vampire, c'est complètement à l'inverse. C'est-à-dire que sauf erreur de ma part, le mâle vampire, on l'admire, c'est le conquérant, et la femelle vampire, c'est plutôt Bathory, c'est la folle qui se baigne dans le sang. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que c'est un développement récent? Ou est-ce que c'est quelque chose de... Parce que c'est quand même un peu toujours comme ça, les personnages. Alors, Bah, ce qui après, est Bathory a quand même intéressant... un rapport avec Dracula, quand même, sur... Bathory, alors donc C'est Erzsébet une Bathory, comtesse, qui ça, était oui, c'est une comtesse hongroise, une hongroise qui était, c'était un monstre, hein, donc elle voulait s'assurer de vivre le plus longtemps possible en prenant le sang de jeunes femmes qu'elle faisait enlever. Enfin, on a trouvé plein de victimes, on a retrouvé des gens attachés dans ses sous-sols. Enfin, le fantasme du vampire horrible, c'est elle a vraiment existé, cette dame. Mais ce qui est rigolo, c'est que elle tient la frontière aussi, c'est-à-dire c'est comme Vlad Tepes qui a repoussé les Ottomans, elle les repousse. Et Lui, c'est des c'est un personnages héros, historiques, elle, voilà. c'est une folle. Alors elle, c'est une femme. Donc, voilà. Mais est-ce que ça a toujours C'est été quand comme même ça? assez Parce qu'il y en a qui Et sont... alors, c'est rarement positif. Les victimes, alors ce qui est rigolo, c'est que les victimes de femmes sont des femmes. Oui. Hein, dans Carmilla, dans l'histoire de Bathory, il y a aussi... Alors, il y a un poème de Coleridge, un poète romantique qui a écrit Le dit du vieux marin. Je ne sais pas si vous avez lu ça quand vous étiez petit, l'histoire du marin maudit, etc. Il a aussi écrit un poème qui s'appelle Christabel, où il y a justement une figure très ambiguë, où on se demande si voilà, une femme mystérieuse qui surgit de nulle part, qui séduit une jeune femme et qui séduit son père, mais on sent que la victime, c'est quand même plutôt la jeune femme. Il y a une dimension érotique très importante, et les victimes sont toujours des femmes, même les victimes de femmes vampires. C'est ça, mais c'est toujours comme ça, ou il y en a qui sont des exceptions ou... Alors je réfléchis. Je pense qu'on n'est pas assez fort. Je pense qu'on ne connaît pas forcément. Mais c'est vrai que c'est frappant de se dire qu'effectivement, les vampires féminins, c'est pas des inversions des vampires masculins, Ouais, effectivement, puisqu'ils concernent les mêmes victimes. Mais Donc il n'y a pour pas les mêmes d'inversion. traits, c'est des méchants de méchants, c'est jamais positif, Oui, on oui. les envie pas du tout. On a Il y a peut-être une une réaction. exception, et je suis un peu surpris de ne pas l'avoir entendu, Ah. c'est La morte amoureuse de Théophile Gautier, Ah oui. où la victime reste un homme. Mais le mythe est à peu près le même que celui d'Erzsébet Bathory, mais c'est écrit par un Français du 19e siècle, si je ne me trompe pas. Oui, c'est au milieu du Ouais, c'est une bonne, 59 peut-être, dans ces eaux-là. 52. J'ai noté On beaucoup de lance des dates, dates au mais hasard, voilà. Oui, c'est vrai. Mais c'est une bonne question aussi. C'est plus une piste de recherche après. Les c'est femmes des- vampires, voilà. ça a toujours Il n'y aura pas la des réponse ce questions. soir. Mais c'est vrai que Théophile Gautier, c'est une bonne réponse. au moins dans les versions modernes, on a des femmes vampires et où il n'y a pas ce problème-là. Parce que dans Buffy, Darla, elle crée Angel et elle ne se pose pas la question. Mais elle est pas très Et je pense à sociale non Lilith plus. en fait aussi. Elle est classe. Oui, bah c'est ça, Lilith, ça tombe dans la sorcière, dans la oui, sirène, et en fait, voilà, en fait, c'est la femme insoumise, hein, Lilith, et qui veut pas obéir à Adam, et en fait, on en fait une espèce de sorcière qui kidnappe les enfants. Donc le vampire c'est l'anti-Jésus, et la vampire c'est l'anti-Lilith, ou c'est Lilith. C'est Lilith, quoi. Ouais. C'est une personne super. Et Clécité, hein, dans son Ouais. ascenseur. Oui, parce que je me suis dit, si j'écris un jour la séquelle, Ah, j'aimerais bien le personnage de Lily. ouh. Mais ça a été pour jouer un peu sur le mais oui. C'est le petit teaser, là. Ouais. Une dernière petite question? Non? Non. Bah, de toute façon, vous pourrez poser directement vos questions à Gilberto ou à David ou à Henri, il n'y a pas de problème. Après, au moment de la dédicace. Voilà, et bien, merci beaucoup Merci à vous. pour cette soirée. Je vais prendre